Alors, votre regard d'amiral est aussi très précieux ce soir, puisque nous allons aller du côté du Pacifique où vous avez exercé, amiral, Exactement, oui. et du côté de Taïwan, puisque on a vu sur des images la présence de navires allemands qui ont été vivement critiqués par les Chinois, mais les Allemands, tout de même, persistent et signent avec leurs bateaux dans le détroit de Taïwan. Écoutez. Le message est très simple et nous l'avons toujours porté. Et je l'ai toujours porté. Les eaux internationales sont les eaux internationales. C'est la route la plus courte, c'est la route la plus sûre compte tenu des conditions météorologiques. Et comme il s'agit d'eau internationale, nous y passons. Alors très honnêtement, je savais que les Américains étaient présents dans l'Indo-Pacifique. Je ne savais pas que l'Allemagne était aussi présente. Que fait l'Allemagne dans l'Indo-Pacifique ? Alors, d'abord, il faut se souvenir que l'Indo-Pacifique aujourd'hui, c'est une des premières régions au monde dans tous les domaines, en particulier dans le domaine économique, ce qui ne laisse jamais les Allemands indifférents et on les comprend fort bien. Bon, la liberté de navigation, c'est essentiel pour le commerce. Les Allemands, en particulier dans cette zone, sont avant tout des commerçants. Et comme nous, ils ont besoin de pouvoir circuler librement dans ce détroit qui est, je vous le rappelle, le passage de la première maroroute, enfin la première route maritime au monde. Donc c'est extrêmement important pour commercer avec la Chine, mais pas que, pour commercer avec le Japon, avec tous les États qui se trouvent au-delà. Donc c'est absolument vital et cette liberté de navigation est un principe souverain. Alors ce qui est nouveau là-dedans, c'est que ça fait 22 ans que les Allemands n'avaient pas envoyé un bâtiment de guerre dans le détroit de Formose. Donc ça, c'est vraiment nouveau. En plus, ils ont mis les moyens puisqu'ils en ont envoyé 2. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. On pense que les Italiens vont faire passer leurs bateaux aussi dans ce détroit. Ils l'ont peut-être d'ailleurs déjà fait, mais eux, ils l'ont fait de manière plus discrète. On leur a rien dit. Ils n'ont pas soulevé la colère des Chinois. D'accord. Nous faisons de même. Nous faisons passer régulièrement, et depuis longtemps, puisque quand j'étais en responsabilité, j'ai fait passer le Vendémiaire, conformément aux ordres que j'ai reçus de la Marine nationale, fait passer Vendémiaire dans ce détroit. Et d'ailleurs, ça n'avait pas manqué. Lorsqu'il est arrivé, il avait été reconnu par une frégate taïwanaise, puis par une frégate de la République populaire de Chine, qu'il avait accompagnée tout le long de son trajet dans le détroit pour bien montrer qu'elle était là et qu'elle le surveillait attentivement. Voilà, donc ça existait déjà, je vous parle de 2010. Oui. Voilà, et 12 ans plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Le dernier passage d'une frégate française, c'est 2023, peu de temps d'ailleurs après la visite du président Macron en Chine. Ce qui montre bien que... Et là, ça avait été rétorqué par les Chinois ou... Ah oui, ils avaient fait des remarques toujours vives, diplomatiques, mais toujours vives, à la fois à l'ambassade de France à Pékin et aussi à l'ambassade de Chine à Paris. Et puis également, la frégate, bien sûr, avait été accompagnée par, je ne sais plus si c'est une frégate chinoise ou un navire des gardes-côtes, mais elle avait été accompagnée. Alors, vous parliez des Italiens à l'instant, et vous avez dit ça n'a pas fait autant de bruit qu'avec les Français ou encore avec les Allemands. Comment vous expliquez ce changement de ton en fonction des pays ? En fait, il y a plusieurs manières de passer le détroit. D'accord. Vous pouvez passer le détroit d'une manière ostensible, c'est-à-dire vous dites « je vais passer le détroit ». Vous dites, je passe le détroit. Vous pouvez même d'ailleurs en profiter pour faire décoller un hélicoptère, faire des manœuvres en passant le détroit. Ça, c'est parfaitement autorisé. Ce sont des eaux internationales dans le droit international. Et puis, il y a l'autre manière où vous faites ça discrètement et vous faites savoir que vous êtes passé. Donc là, le gros avantage, c'est que vous ne déclenchez pas la fureur publique et vous ne déclenchez pas une campagne de presse contre vos intérêts. Alors, regardez justement les réactions de la Chine à ce propos, à propos des navires allemands. On va le voir dans un instant. Le comportement de la partie allemande accroît les risques en matière de sécurité et envoie des signaux erronés. C'est ce genre de déclaration auquel vous avez pu faire face C'est exactement ça. Et quand elles disent provoque également, met en danger la sécurité des navires, il faut dire que, vu le comportement des navires chinois qui réagissent à ce passage inoffensif, ils n'hésitent pas parfois à aborder les navires, ou en tout cas à leur passer très près devant ou très près derrière. Donc en fait, ils cherchent la collision pour provoquer un incident. Donc si les Chinois respectaient les règles de circulation, si les Chinois respectaient la Convention de Montego Bay qu'ils ont signée, la Convention sur la liberté de circulation dans les océans, je rappelle qu'eux l'ont signée et ratifiée, ce qu'ont pas fait les Américains. Mais ils ne respectent pas. Ils ne la respectent pas. Enfin, ils ne respectent pas toutes les règles. Alors,
là aussi, c'est une approche particulière. C'est-à-dire que nous considérons qu'ils ne les respectent pas, eux considèrent qu'ils les respectent parce qu'ils n'ont pas la même lecture des règles. Mais si vous lisez les règles telles qu'elles ont été publiées, ratifiées, je suis désolé, c'est quand même nous qui avons raison. Alors le patron de la CIA a pointé du doigt la Chine en disant que c'était certainement le prochain adversaire de l'Occident. On a fermé les yeux sur la Russie. Est-ce qu'on ferme également les yeux sur la Chine quand on sait techniquement que la Chine est en train de se réarmer massivement ? Non, on ne ferme pas les yeux sur la Chine. On suit avec beaucoup d'attention ce réarmement. On suit, c'est une des premières puissances mondiales. Aujourd'hui, c'est la deuxième, je dirais, en géopolitique. C'est ainsi qu'on la considère. Sa flotte dépasse aujourd'hui en nombre celle des États-Unis d'Amérique. Alors certes, elle n'a pas les mêmes capacités, mais maintenant, en nombre, elle est la première au monde. Donc on ne peut pas fermer les yeux sur ce genre de choses. Donc ça, on le suit attentivement. Maintenant, la seule déclaration qu'on ait vraiment qui se représente un risque de guerre, c'est le président Xi Jinping lui-même, qui a annoncé qu'en 2049, c'est-à-dire pour le 100e anniversaire de l'avènement de la République populaire de Chine, la Chine serait totalement réunifiée. Donc là, on a une échéance. Bon, elle était encore assez lointaine. 2049. Je crois que les Américains avaient prévu beaucoup à 2027, je crois. Certains voient beaucoup plus près. Oui, on a même parlé, 2027, on a parlé de 5-6 ans chez les Américains. Mais n'oubliez jamais, les Chinois ne sont jamais pressés. Les Chinois pensent toujours à très long terme et leur système politique le leur permet. Alors, une des techniques pour envahir Taïwan dont on parle assez régulièrement, c'est la technique du débarquement. Est-ce que les Chinois, avec votre regard d'amiral, seraient en capacité d'effectuer un débarquement sur Taïwan ? Un débarquement de vive force aujourd'hui par les Chinois n'est pas possible. Il n'est pas possible. Il faut se souvenir des efforts qui ont été faits en 1944 pour débarquer sur les côtes de la Manche. Les moyens mis en œuvre, les milliers d'avions, les milliers de bateaux, un effort absolument colossal. Aujourd'hui, même si elle monte très vite, même si en 3 ans elle construit l'équivalent du tonnage de la marine nationale, la marine chinoise n'est pas encore prête à ça. Et surtout, point crucial, elle n'a pas la maîtrise de l'air au-dessus de Formose. Bon, ce qu'il faut vous rappeler aussi, c'est que cette île de Formose, Taïwan, elle a un littoral qui est extrêmement accidenté. Elle a très peu de plages où on peut débarquer et que par conséquent, ça serait quand même très très compliqué. Même en construction, si on regarde l'histoire, d'un pont artificiel, comme l'avaient fait les forces à Romanche. Oui, mais regardez le pont artificiel qu'on a essayé de construire, ne serait-ce que sur Agaza. Eh bien, les Américains ont dû constater que ça n'avait pas fonctionné et ont eu la sagesse de le démonter entièrement et d'essayer de trouver d'autres solutions. Et c'est Gaza, il y avait une seule jetée. Une seule jetée. Donc, on avait fait traverser l'Atlantique et au bout d'un mois, à 27 jours, je crois, elle a pu être utilisée vraiment. Et après, les conditions météo ont tout ravagé. À Formose, vous êtes sur une île où les typhons passent régulièrement. Le détroit de Formose est un endroit qui est où on navigue pas tout à fait en sécurité, comme le dit le responsable allemand que vous avez publié tout à l'heure, mais c'est une mer qui est quand même dangereuse. Merci infiniment, Amiral Vichot. C'était très intéressant de vous entendre et d'avoir votre regard d'amiral, parce qu'on se concentre rarement sur les mers et les océans. Merci infiniment et au plaisir de vous recevoir très bientôt.